Être propriétaire de son logement, c'est l'un des souhaits exprimés généralement par nos compatriotes qui ont une affection particulière, il faut le dire, pour les extérieurs, un jardin bien sûr, mais aussi un balcon, une terrasse, des extérieurs qui doivent être le reflet de l'identité des occupants, d'où l'importance de savoir les mettre en valeur. C'est ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui avec notre spécialiste des plantes et des espaces naturels. Bonjour Pierrick Eberhard. Bonjour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois, c'est toujours un bonheur d'écouter vos conseils. Alors aujourd'hui, on va délaisser les jardins et on va donc s'intéresser aux balcons et aux terrasses. Et déjà une question, est-ce qu'il y a un espace minimum en deçà duquel vraiment il n'y a rien à faire, c'est même pas la peine d'essayer de faire quelque chose de beau? Non, il n'y a pas d'espace minimum. On peut faire un jardin dans 50 cm², dans 1 mètre carré. Plus c'est petit, plus il faut se donner du mal peut-être. Plus c'est petit, plus ça demande de soins. Ayons toujours à l'esprit cet exemple qui nous vient du Japon, qui sont les bonsaïs, qu'on connaît très bien en France maintenant. Et plus c'est petit, plus c'est ancien, plus ça demande de travail et d'investissement et d'astuce aussi. Ouais, et donc, d'attention, un petit jardin n'est pas synonyme de moindre effort. Alors on va commencer par les balcons et les loggias, qui sont des lieux couverts. Déjà, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir compter sur l'eau qui tombe naturellement du ciel, la pluie, et éventuellement s'équiper d'un système d'arrosage automatique? On peut faire beaucoup de choses sur une loggia ou sur un balcon, mais effectivement, il n'y a pas d'arrosage naturel. Donc il faut en tenir compte dans ce qu'on va choisir et ce qu'on va aménager. Donc on arrose soi-même ou on a des voisins? Alors, l'arrosage automatique sur une surface aussi restreinte, il faut bien réfléchir avant de s'y mettre pour différentes raisons. D'abord, il faut que son arrosage automatique soit fiable, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes avec ses voisins du dessous. Ouais. Il faut une arrivée d'eau sur le balcon. Il faut une arrivée d'eau, mais on peut aussi très bien s'organiser sans arrosage automatique. On peut tout simplement faire ça à l'ancienne, avec un bon arrosoir, avec des réserves d'eau aussi qui sont assez astucieuses. Et on s'en sort très bien. Si on a les moyens, ou si on veut s'économiser des problèmes, notamment quand on n'est pas là, effectivement, l'arrosage automatique est une solution. Il faut quand même toujours avoir présent à l'esprit le côté esthétique. Un jardin, en principe, c'est quelque chose qui est agréable à regarder. Et certains arrosages automatiques, s'ils ne sont pas mis en place par des professionnels ou si on ne fait pas attention avec un certain nombre d'astuces, risquent de ne pas être ce qu'il y a de plus esthétiquement réussi. C'est pas forcément très beau quand il y a des tuyaux partout avec des petites têtes de couleur. Donc il faut l'avoir présent. C'est commode, c'est pratique, mais moi je trouve que sur une petite surface, on peut très bien s'en sortir avec un bon vieil arrosoir qu'on trouvera justement dans une brocante, par exemple, qui deviennent des vieux compagnons. On en parlera tout à l'heure des brocantes avec Dolores. Et des arrosoirs qui sont des vieux compagnons et qui rendent bien service. Oui. Alors ça, c'est une chose déjà. Alors comment on choisit ces plantes? Est-ce qu'il y a des plantes qui sont plutôt adaptées au balcon, au loggia, sachant qu'il faut tenir compte évidemment de l'exposition, de l'espace? Il faut avoir du bon sens. On ne va pas mettre sur une loggia ou sur un balcon des plantes qui ont un fort développement. On ne va pas planter un séquoia, des grands pins, des grands sapins. Il vaut mieux éviter. Prenons des choses simples, par exemple des plantes annuelles. Qu'on trouvera en jardinerie, du genre œillet d'Inde, des géraniums aussi qui sont très populaires, même si on peut avoir l'idée de trouver des autres choses. Beaucoup de plantes, des capucines, des zinnias, des choses comme ça qui sont simples à cultiver, qui sont d'un bon effet et qui sont relativement costauds. On peut choisir des rosiers. Certains rosiers, mais il faut bien se renseigner auparavant, supportent d'être dans un environnement assez contraint. Ils demandent pas mal de soins, pas mal d'efforts, mais on peut avoir beaucoup de satisfaction et de réussite avec des rosiers qui sont appropriés à des espaces assez resserrés. Il faut demander aux professionnels ou aux jardineries de conseiller des rosiers particulièrement à même de bien se comporter dans des espaces limités. Effectivement, souvent dans les jardiniers, on peut avoir de très bons conseils avec des professionnels qui savent vous dire si les plantes seront plutôt bien plein sud, quels soins elles vont nécessiter, etc. Est-ce qu'il y a des plantes qu'il faut à tout prix éviter sur les balcons et les loggias, hormis celles qui risquent de pousser de façon extravagante?
Moi, je pense qu'il faut éviter des plantes qui ont, à première vue, un côté sympathique, parce qu'elles demandent peu d'efforts et elles poussent très vite. Par exemple, toute la famille des bambous. Les bambous sont très agréables parce que ça fait un couvert végétal permanent tout au long de l'année. Puis avec le vent, ça fait un joli bruit. C'est joli, il y a des effets, les gouttes d'eau sur des feuilles. C'est très joli, puis il y a très très nombreuses variétés, et notamment des variétés qui sont relativement nanifiées. Par contre, le problème du bambou, c'est que c'est un colonisateur de première catégorie. Et oui, il y a des racines perforantes. Et oui, il risque de perforer vos bacs, vos pots, parce qu'il va vouloir, s'il se trouve bien, si vous le soignez, pour peu que vous lui mettiez un peu d'engrais, même s'il n'en a pas besoin du tout, et de l'eau, il va risquer de coloniser. Il faut faire très attention. Il va finir par entrer dans le salon si on le laisse faire. Ou chez les voisins du dessous, ce qui n'est pas non plus la solution. Voilà, si on veut garder de bonnes relations avec eux, on évite. En préparant cette émission, on m'a dit qu'il y a un truc qui est très sympa à faire sur son balcon au Saloggia. C'est un petit carré pour des plantes aromatiques. Oui, absolument. On peut avoir... Alors, on n'aura pas un potager, mais on aura une sorte de métaphore du potager. C'est utile et c'est joli. C'est petit, sur 1 mètre carré. On peut avoir peut-être une dizaine d'herbes aromatiques, du persil, de la ciboulette, du basilic. Il faut faire attention avec le basilic parce qu'il ne faut pas le planter trop tôt, il craint le froid. Donc il faut le planter maintenant, par exemple. On peut avoir des condimentaires qui sont aussi des médicinales pour se faire une tisane, comme du romarin ou de la sauge. Et c'est vrai que sur une surface d'1,50 m, dans un beau bac, sur un grand pot, on peut se faire son petit jardin de plantes aromatiques et condimentaires. Et c'est très agréable d'avoir dans sa salade, dans sa ratatouille, sur ses grillades, des herbes qui viennent du jardin. Oui. Alors une question qui va nous permettre de faire la transition vers les terrasses, est-ce qu'il y a des plantes à ne pas mélanger, c'est-à-dire des plantes qui ne s'aiment pas, qui sont capables de coloniser les eaux, de les étouffer par exemple? Sur une surface très très restreinte, il faut éviter de mettre par exemple des plantes qui ont un développement considérable, du genre d'un perovskia. Les perovskias sont des plantes intéressantes parce qu'elles résistent bien à la chaleur et à la sécheresse, et de mettre tout à côté un géranium qui va être étouffé par le perovskia, qui va coloniser le peu d'espace qu'il a. Donc il faut éviter d'avoir des plantes qui au départ ont une taille semblable et qui ensuite, dans le cycle végétatif, vont prendre une grande dimension, et il y en a une qui va forcément nuire à l'autre. Il y a un bon équilibre à trouver, justement. Il faut aussi éviter de trop mélanger les vivaces et les annuels, et de toujours avoir le bon sens de choisir quelque chose qui ne prendra pas une dimension qui n'est pas en rapport avec les possibilités que donne un balcon. Voilà, alors je parlais justement de transition vers la terrasse, parce que souvent sur les terrasses, on a des grands bacs dans lesquels on met plusieurs plantes différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a avantage à mettre sur une terrasse, justement, pour avoir une belle terrasse, pour que ça se développe bien, mais pas trop? C'est vrai qu'il y a beaucoup de critères à respecter. Il faut avoir toujours, je reviens à ce bon sens jardinier, et qui n'est pas forcément inné. Le jardinage, c'est d'abord du bon sens. Mais c'est aussi de l'humilité et du conseil. Quand on ne sait pas, on commande, on demande, ou on ne fait rien. Il vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire des grosses erreurs. Et là, pour que tout cohabite, il faut se renseigner un petit peu et éviter de mélanger des espèces et des variétés qui vont avoir des développements différents. Éviter de mélanger aussi des variétés et des espèces qui n'ont pas les mêmes besoins en eau. Si vous mettez dans un bac des plantes qui ont des gros besoins en eau, à côté de plantes qui sont vaccinées contre la sécheresse, on va dire, eh bien, elles ne vont pas cohabiter, parce qu'il y en a une qui aura trop d'eau et l'autre pas assez. Donc là aussi, il faut faire un effort d'apprentissage pour pouvoir trouver la meilleure formule pour faire harmoniser. Effectivement, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Dernier mot rapidement, il y a une chose qui est importante aussi, c'est les odeurs, parce que quand on est sur une terrasse, qu'on fait un petit dîner avec des amis, c'est important d'avoir des odeurs. Il y a des plantes là aussi à proscrire et d'autres à privilégier. Alors il y a des plantes qui sont utilisées par les jardiniers pour un certain nombre de raisons. Elles éloignent les taupes, c'est le ricin. Alors le ricin, ça sent pas bon, donc il vaut mieux éviter. On évite sur la terrasse. Par contre, pour ce qui est des plantes à bon parfum, on parlait des condimentaires tout à l'heure. Ça, c'est très très agréable d'avoir des plantes comme le romarin qui sent très très bon, la sauge qui sent très très bon aussi. Certaines variétés sentent l'ananas, sentent la menthe. Et puis la rose.
qui est toujours agréable, qui sent en principe bon. Donc c'est à préconiser si on recherche des parfums. Et je recommande toujours en matière de parfum un genre botanique qui est très intéressant, c'est les pélargoniums odorants, à feuillage adorant, qui ont des parfums extraordinaires, de pommes, de menthe, de rose, de thym, et qui ont cette faculté, en plus d'être résistants à la sécheresse, d'éloigner, grâce à leurs odeurs, d'éloigner certains insectes, notamment ces horribles moustiques qui perturbent nos soirées d'été. Et ça, c'est un sacré avantage. Merci beaucoup pour vos conseils précieux, Pierrick. Je signale qu'on peut vous retrouver dans les bonnes librairies le 12 mois pour jardiner autrement, que vous avez rédigé avec de très belles illustrations de Nicole Collin et Dominique Mention. Il y a plein de conseils, semaine après semaine, toute l'année. Et vous parlez évidemment de ce qu'on peut faire sur les balcons et terrasses. Merci beaucoup